Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on fait nous sur QSIT. C'est une startup que je suis en train de créer avec d'autres personnes, qui sera créée ce mois-ci ou le mois prochain, parce qu'on a notre premier client justement. Et où nous on fait du prédictif sur les systèmes de vélo libre service. Alors, pour nous présenter un tout petit peu, donc nous on est à Bordeaux, c'est une start-up à Bordeaux qui est incubée à l'incubateur régional d'Aquitaine, et on travaille sur les smart cities, la mobilité urbaine, et donc notre technologie, les technologies qu'on utilise, c'est la modélisation statistique, de l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, au sens oui, si vous avez vu heure, c'est pas ça. Et donc nous ce qu'on fait, c'est des API. C'est notre cœur de métier, on fait des API, on fera s'il faut des applications mobiles ou tablettes, mais c'est pas notre business fondamental. Est-ce que tout le monde est sur ce que c'est qu'une API avec l'API Ah, alors très bien, désolé, je sais pas trop. Alors une API, c'est en fait, c'est-à-dire que par exemple, pour vous donner un exemple, on est en train de, notre premier client c'est Keolis. C'est quoi juste Application Programming Interface. Ça ne me dit pas encore trop ce que c'est. Mais par exemple, si on prend Keolis, ils ont déjà des applications pour le. Alors, ils ont V-Cube à Bordeaux, ça s'appelle le V-Cube, à Lille, ça s'appelle le V-Lib, de la même manière qu'il y a le V-Lib à Paris. Ils ont déjà des applications mobiles, ils n'ont pas besoin d'en avoir une de plus. Par contre, ce qui les intéresse, c'est d'apporter une fonctionnalité supplémentaire à leur application. Par exemple, de savoir combien de vélos il va y avoir dans telle ou telle station dans une heure. Vous pouvez vous poser la question. Là, il y a 6 vélos, maintenant, dans une heure, quand je pars, combien il y en aura? Est-ce que je pars dans une heure et demie, dans 2 heures? Ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de questions qu'on peut leur répondre, ainsi qu'à d'autres questions. Alors ça, c'est nous. Donc il y a moi, il y a Arthur, mon CTO, et puis on a deux stagiaires. Donc il y en a une dont j'ai la photo et l'autre non, qui font du design, de l'analyse et de la modélisation statistique. On a des partenariats également avec des partenaires universitaires. Donc on a Romain, qui a une bonne tête de mettre de conf en informatique. On a Bernard Bercu, qui est un expert de niveau mondial en modélisation statistique. Une quarantaine de publics dans des journaux internationaux et il est super motivé par le projet. Et donc nous, ce qu'on fait, première étape, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec Bifender, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe sur un réseau de vélos en libre-service. Donc ça, c'est le temps réel. Donc par exemple, donc nous, on récupère un peu comme nos collègues les données sur une centaine de villes dans le monde, je ne sais pas exactement combien on en est en ce moment. On a réécrit nos propres outils de scrapping, parce qu'il y en a qui existent, qui sont dispo du genre CityBike par exemple, qui pourra vous utiliser. Définir scrapping. Scrapping, c'est quelque chose qui permet de parcourir une page web par exemple, et de récupérer les données qu'il y a dessus. S'il y a une API, on prend l'API, mais souvent il n'y a pas d'API. sauvage. Ouais, c'est ça, c'est l'API quand il n'y en a pas. C'est l'API quand il n'y a pas d'API. Et quand même, il y a beaucoup de vélos, de trucs pour lesquels il n'y a pas d'API. Donc il y a beaucoup de villes qui ont déjà des systèmes de vélos en libre service, New York, également, donc les Américains ne sont pas très en avance. Et voilà, donc le temps réel, ça ressemble à ça. Je vous le montrerai tout à l'heure. Par exemple, ça c'était tout à l'heure, à 16h50 à Paris. Donc nous, on a une manière de le représenter avec des points rouges et bleus. Quand c'est bleu, c'est que c'est vite, quand c'est rouge, c'est que c'est plein. Donc là, vous voyez, si on regarde un bout de Paris comme ça, on voit tout de suite qu'il y a un petit problème. À 16h50 aujourd'hui à Paris, il y a quand même... alors en fait, si on zoome, on voit vraiment qu'il y a des zones comme ça, des zones où tout est plein et des zones où tout est vide. Mais ça, vous le vivez probablement au quotidien. À Bordeaux, c'est un peu pareil, mais... Bleu, c'est quoi? C'est quand c'est vide. Et vert, c'est quand c'est moitié vide, moitié plein, donc c'est pas mal. Ah, d'accord. Les gens parlent de vent dans le centre. Enfin, ça dépend. Hein. Si c'est rouge et que j'ai envie de prendre un vélo, tant mieux. Oui. Mais en général, c'est pas le cas. Quand c'est rouge, c'est que tout le monde a envie de ramener un vélo. Alors, la première étape qu'on fait, c'est de trouver des patterns de mobilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on cherche des comportements, à prédire le comportement humain. Donc déjà, on veut identifier les comportements de mobilité humaine. Et donc il y en a qui sont bien connus. Par exemple, on sait qu'il y a des gens qui utilisent le V-Lib pour aller au travail. Donc ils le prennent le matin et puis soit ils vont jusqu'à une gare de RER par exemple et après ils filment la défense ou j'en sais rien. Soit ils vont directement au travail en V-Lib. Donc il peut y avoir de la multimodalité aussi là-dedans. Et la deuxième utilisation que tout le monde connaît, c'est pour sortir. Par exemple, si on va au resto, on prend le V-Lib, on va au resto et on revient. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui n'ont pas été identifiés par les sociologues. Alors je vous montre un petit peu, j'espère que c'est pas trop technique, je vous montre un peu Bordeaux. Alors j'essaye de vous expliquer un peu ce qu'on représente ici.
Donc en fait là, c'est le résultat d'une analyse complètement mathématique, si on peut dire. Bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'a priori en fait. Là, ce que je vous ai dit, donc là on identifie les comportements de commuting, c'est le premier, c'est-à-dire les gens qui le matin vont au travail en Vélib, et le matin, le soir à 18h, ils rentrent chez eux, mais du même truc. Et par exemple, vous voyez ici, alors j'ai mis en rouge des stations qui étaient des stations de destination en fait. Donc ça c'est Bordeaux. Alors si vous ne connaissez pas Bordeaux, on l'a pas fait pour Paris encore, mais on pourrait le faire aussi facilement, malheureusement je ne l'ai pas fait avant de venir. Donc tout ce qu'on fait sur Bordeaux, c'est applicable directement à tous les autres villes du monde. Donc à Bordeaux, il y a ce point-là, là, où les gens se dirigent le matin. C'est-à-dire que, en fait ça, peut-être je devrais commencer par ça. Les zones en bleu, il se trouve que ça s'identifie aux zones résidentielles. Donc c'est pas genre on a ploté les zones résidentielles, on a pas pris les statistiques de l'INSEE. Ça on le voit en étudiant les données du véhicule qu'on a collectées depuis 2 ans. Donc en bleu, il se trouve que ça correspond aux zones résidentielles. En fait, c'est des stations qui se vident le matin et qui se remplissent le soir, essentiellement. Du moins, elles ont une grosse composante de ce type de comportement. A contrario, les zones en rouge, c'est celles qui se remplissent le matin et qui se vident le soir. Et typiquement, c'est des zones soit qui sont sur la ligne de tram, là, sur les lignes de tramway, soit des zones sur lesquelles les gens vont bosser. Et alors, en fait, ce qu'on regarde là, ce qu'on mesure là, c'est en fait la prédominance de tel ou tel type de comportement sur chacune des stations. Il faut voir qu'en fait, le résultat du profil journalier d'une station est composé d'une somme de comportements individuels. Et nous, on identifie les comportements les uns derrière les autres. Ça, c'est le comportement principal. Je vais passer. Et on retrouve dans ce qu'il y a de fort, c'est qu'on retrouve dans toutes les villes du monde. C'est pas juste à Bordeaux. Ils sont quasiment superposables. Là, je ne vous montre pas la forme de ce que ça implique, mais je vous place juste d'un point de vue géographique. Donc le deuxième, c'est les gens qui sortent manger. Enfin, ça, c'est pareil, c'est identifié a posteriori. Il y a une artillerie mathématique, on trouve les trucs, et a posteriori, on identifie sociologiquement comme étant ça. En fait. Et à Bordeaux, voilà, les gens, clairement, ils sont bouffés ici. Et quand ils rentrent chez eux, par contre, ils ne rentrent pas trop loin. C'est-à-dire que s'ils habitent trop près, là, les stations bleues, c'est les stations où ils rentrent après avoir été mangés en ville. Donc si c'est en vert, comme ça, c'est trop près, ils rentrent à pied. Si c'est à cette distance-là, typiquement, là c'est les facs, donc les étudiants pédalent un peu plus que la moyenne de la population, donc ils vont un peu plus loin. Là aussi c'est les facs, c'est le campus de Talence. Mais probablement ils vont jusqu'ici. Ceux qui habitent là, bon, ils ne rentrent pas en vélo, quoi. Ils se débrouillent autrement. Donc ça c'est les sorties de semaine. Le week-end c'est différent, quoi. Le week-end à Bordeaux, les gens sortent plutôt par là. Et sur les quais de Paludatte. Et alors là, c'est là où c'est rigolo, c'est qu'on a un troisième comportement. Et alors quand je dis un troisième comportement, c'est pas juste comme ça, il existe à Bordeaux. Non, il y a la même chose à Toulouse, il y a la même chose à Lille, il y a la même chose à Montréal, on les a testés, si vous voulez, sur les données. Et on n'a pas testé Paris, parce qu'en fait, Paris, il y a 1200 stations, donc ça fait un peu ramer nos serveurs, ça nous coûterait plus cher de fermer. Ça nous coûterait plus cher sur Amazon. À Paris, vous avez plusieurs centres, plusieurs zones étudiants. Oui, voilà. Mais on le fera sur Paris, mais pour le moment, c'était pas notre priorité, on cherche à montrer des choses. Mais oui, on va le faire sur Paris, parce qu'évidemment, Paris est dans le centre de la France. Je dis pas le centre du monde, mais ou du moins pour le Vélib, le deuxième. Pour le Parisien, oui. Donc là, on a un troisième comportement que j'ai appelé New Behavior 1, parce qu'on a le New Behavior 2 aussi. Et alors celui-là, il n'a jamais été vu par les sociologues. C'est un comportement de mobilité urbaine qui est pertinent, dans le sens où on le retrouve dans toutes les villes du monde, mais il n'a jamais été identifié avant. Et il ne pouvait pas l'être parce qu'on n'avait pas les données pour l'identifier. Donc peut-être qu'on l'avait en fait avec Même pas avec les données. Si, je pense qu'avec les données de téléphone portable, on devait pouvoir l'avoir. Ah non, mais les données, oui, les données, c'est mort. Tu verrais à peine le premier si tu t'interroges les gens dans la rue. C'est le problème des enquêtes ménage déplacement, c'est qu'elles ne montrent pas ça. Ouais. Elles disent la part modale, elles ne disent pas de quel point précis tu pars et vers où tu vas. Je viens de faire une enquête pour Brétigny-sur-Orge, qui est au sud de Paris, et je sais que 23% des habitants de Brétigny vont à Paris. Ah oui, sauf que Paris, ça fait 10 km sur 10, donc ça ne m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire qu'on a 23% qui vont à Paris. Pourquoi ils y vont? Combien de fois ils y vont? J'en sais rien. Juste que 23%, le jour de l'enquête, sont allés à Paris. Ok. Bon. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup de la réponse, en fait. Au moment où on répond, on se souvient qu'on est allé à Paris une fois. Ouais, c'est le jour d'avant, quand même, donc ça va. J'en suis même si on fait le jour d'avant, mais c'est surtout pas très fin. Alors que là, c'est fin. Alors, bon, je ne vais pas m'éterniser trop parce que ça devient vite technique, mais comme je vois un certain intérêt, à quoi ça sert ce truc-là? Alors ça, c'est pas obtenu à partir des données des trajets. C'est obtenu à partir... C'est quoi ce... Vous savez pas ce que c'est? Vous avez... Non, bon, alors, je pourrais vous le montrer peut-être après, mais
j'avais pas prévu de montrer ça, mais en fait c'est sur le profil d'occupation des stations. Si je fais un profil moyen d'occupation des stations, c'est par exemple des stations qui sont vides le matin, pleines l'après-midi, etc. Chaque station a son profil moyen en fait. Je moyenne tous les jours de l'année par exemple et j'ai un profil moyen pour chaque station. C'est en étudiant ces profils moyens que je peux arriver. Ce qu'on voit ici, c'est les gens partent de stations qui sont plus ou moins au centre. Ouais, il y a 3 stations qui sont au centre. Ouais. Alors ça c'est la gare. Voilà, la gare. Il y en a qui connaissent bon. C'est écrit dessus, hein, Ah ouais, c'est ça. Mais bon, en fait j'ai pas d'interprétation ce truc-là. Je connais bien ma ville, je connais bien le vécu, mais j'arrive pas à avoir d'interprétation, il n'y en a pas. Et c'est justement ça qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas d'interprétation, mais il y a le même comportement à Toulouse. Et il y a tellement pas d'interprétation qu'on peut pas le formuler avec des mots, quoi. Mais pourtant il est pertinent et il sert ensuite à prédire le comportement des gens. Et au-delà de ça, en fait, à quoi ça sert ce genre de truc? Ça sert que je peux rétro-ingénierer la chose d'une certaine manière et en fait repartir ensuite, corréler en fait le premier comportement de commuting avec la notion de, par exemple, est-ce que c'est une zone résidentielle, est-ce que c'est une zone où il y a des transports en commun vers laquelle les gens vont faire de l'intermodalité, est-ce qu'ils vont travailler à cet endroit-là, et corréler en fait les données démographiques à l'occurrence de ce comportement. Et ce que ça nous permettra de faire à terme, je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, à terme on peut prendre une ville où il n'y a pas encore de vélo libre-service et dire a priori comment va fonctionner le réseau. Et ça on va le faire, pas tout de suite mais on va le faire. Ou faire ce que vous faites déjà, c'est-à-dire dire quelle station dans tel temps d'heure est-ce qu'on fait. Oui, ça aussi. Mais je trouve que c'est encore plus... Parce que là, en fait, quand on dit telle station dans telle heure, il va y avoir tant de vélos, bon, c'est bien. Mais le fait d'arriver à prendre un truc qui n'est pas construit a priori sur plan et de dire il va marcher comme ça, évidemment, il y a des marges d'erreur. Mais ça nous offre cette possibilité-là. J'ai une question pour est-ce que les gestionnaires de ce réseau de vélo libre-service font ça ou font quelque chose qui se rapproche de ça pour la gestion quotidienne, pas pour le dernier usage? Non, ils ne font pas ça du tout parce que... les camions, quoi. Non, mais leur boulot, c'est de transporter des gens d'un point A à un point B et pas de faire des maths. Non, ils n'ont jamais fait ça. Et ça coûte cher, mais ça... Leur boulot, c'est pas du tout leur boulot, c'est de poser des pubs, non, de la pub. Ça s'agissait de quoi. Ah oui. Mais non, mais on travaille avec Keolis. Moi, j'ai commencé à travailler avec Keolis en 2011 sur cette problématique quand j'étais universitaire encore. Et là, j'ai quitté mon job de maître de conf pour monter une start-up en mois de septembre. Et donc, Keolis est notre premier client, mais à terme, on fera aussi les transports en commun, les autolibres, ce genre de trucs. Et en l'absence de ce genre d'outils, les villes qui souhaitent s'équiper de stations, comment elles ont fait? Ils ont pris les stations métro, toutes les grandes gares, etc. Ils payent des études, ils payent des boîtes de conseil, mais qui font au final. À Paris, ils ont fait complètement au pif. Non, tout à fait, il y a la pure qui est les stations métro. J'ai vu à Paris, ils les ont vraiment mis. De la pure, Non, ils les ont vraiment mis. J'en ai fait avec eux, ils se déplacent, ils y vont à pied, ils ont des petits trucs, ils colorient, puis voilà, mais il y a quand même quelque chose. Là où il y avait des stations. À Bordeaux, ils ont fait plus attention par contre. Ouais, ils ont payé des gens. Non, mais c'est pas forcément optimal à Bordeaux parce qu'ils sont dit, pareil, on va mettre des grosses stations par rapport à la fac, par exemple à la fac. Donc ici, c'est des stations de 40 places, ce qui est gros pour Bordeaux, vu que la moyenne de la taille de station, c'est à peu près 20 places. Et là, ils ont mis des énormes stations qui, au final, sont peu utilisées. Parce que les étudiants, en fait, certes, la nuit, à 2h du matin, ils rentrent en véhicule. Ça, c'est vrai. Ils rentrent de la Comme il y a Victoire, le tram, ils prennent le tram. mais quand il y a le tram, ils prennent le tram ici, il y a des lignes de tram. Donc il y a des choses qui ont été... Ils ont posé effectivement à Bordeaux, ils ont eu la logique de dire on va mettre des grosses stations près des trams parce que c'était volontariste. On veut de l'intermodalité à Bordeaux. On veut créer l'intermodalité, donc on veut que les gens ils aillent de là jusque là et ils prennent le tram. Bon, sauf que comme les étudiants ils vont de là jusque là, ils prennent le tram, ils ne prennent pas le véhicule. Donc il n'y a pas la... En plus, est-ce qu'il y a des plastiques quand ils reviennent? Oui, ça c'est notre problématique. À 2h du matin, c'est le seul moment où la station est pleine. Enfin 2h, non 3h tant qu'il est rendu ça. Mais effectivement, à 3h, là, c'est bloqué. Là, ces stations-là, elles sont pleines. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, elles font que se remplir. Parce que vers 20h, là, quand ils sortent, ils tram, évidemment. En général, ils ne payent pas, d'ailleurs. J'avais un outil, ça, pour valider. Non, je dis ça, je plaisante. Parce que j'ai eu des étudiants aussi. Non, mais c'est j'ai fait des enquêtes de terrain. Donc, ils y vont en tram, typiquement, et par contre, ils rentrent tous en véhicule. Ce qui fait qu'en fait, le flux de vélo, il est dans ce sens-là, toujours. Et donc, nos amis de Keolis, le lendemain matin à 5h, le vendredi matin, ils ramènent les vélos. Quoi. Mais justement, ça c'est embêtant pour vous. Il faut enlever les transports, les vélos qui sont déplacés en fait pour les ramener à un endroit. Vous êtes obligé de l'enlever. Je les ai ces données aussi parce que comme je suis partenaire de Keolis, ils me filent les... Sinon, ça met en péril l'analyse. Ouais, alors oui, non. Oui et non, parce que dans ce cas-là, si je ne prends pas en compte le fait qu'il y a des trajets qui sont effectués par les équipes de réassort,
C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de prédire avec la stratégie des équipes de réassort incluses, en fait. C'est-à-dire que j'ai une population d'usagers qui consiste en des usagers et des équipes de réassort. Et je prédis l'ensemble, en fait. Une ville qui aurait énormément de capacité à faire du réassort. Oui, mais ils ont leurs petites habitudes aussi, les réassorts. Non, mais je veux dire, une autre ville, ça peut être différent. Ah oui, bien sûr, oui. Mais alors, bizarrement, moi aussi, le comportement, celui-là, là, je pensais au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah ça, c'est le réassort. Ça, c'est les habitudes du réassort. Puis j'ai pris Toulouse. Et c'était exactement la même chose. Sauf que Keolis gère Bordeaux et JCDecaux gère Toulouse. Donc sur des villes gérées par des opérateurs différents, on a le même comportement. Oui. Tu as dit dans leurs petites habitudes, donc ils acquièrent aussi un comportement stable. Oui, au bout d'un moment, ils ont un comportement statistiquement stable. Donc c'est normal qu'on retrouve de bilan. Non, parce qu'ils pourraient avoir des habitudes différentes. Par exemple, à Toulouse, ils pourraient faire le réassort d'une certaine manière et à Bordeaux d'une autre manière. Mais ils auraient des habitudes à l'intérieur de chaque ville parce que c'est une équipe à Toulouse et une autre équipe à Bordeaux et ils ont leur... Est-ce qu'ils subissent pas leur environnement? Si, ils subissent. Ça, pour le mot subir est bien trouvé. Et du coup, vos données, vous les récupérez à quelle fréquence? Au départ, c'était assez lent, mais maintenant, c'est toutes les minutes. D'accord. Mais en fait, tous les quarts d'heure, ça suffit. Il y a des enjeux sur la qualité des données ou en fait... Voilà, oui, il peut y en avoir, mais pas sur ça. Et vous avez les données de départ et d'arrivée sur ça, on les a un vélo, vous avez juste le remplissage des stations? Ça, c'est fait juste en utilisant le remplissage, mais on a aussi les données d'emprunt et de retour des vélos, mais ça, c'est parce que Keolis nous les file. C'est plus intéressant, parce qu'il y a quand même de savoir... Ouais, on fait déjà énormément de choses avec ça. Oui, sans avoir justement ces données d'emprunt et retour. D'où les ouverts que je sais. Non, JCDecaux, il est bientôt et tout. Je suis pas obligé. Non, mais... Alors, donc, chapitre de predicting. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, ça, c'était l'identification des comportements de mobilité, en fait, le chapitre précédent. Là, maintenant, en fait, l'idée, c'est de vous montrer comment on prédit dans le futur, par exemple, dans 2 heures, combien il y a de vélos dans telle ou telle station. Alors, bon, on ne fait pas encore tout ce qui a marqué là-dessus, il faut être parfaitement honnête. Je vous montrerai un petit truc de démo après. Pour le moment, on ne fait pas tout ça. Mais c'est ce qu'on va faire après. Et même plus. Donc déjà, il y a un certain nombre de données qui sont fixes, statiques. C'est des données du graphe urbain qu'on récupère sur OpenStreetMap. C'est des données calendaires, les jours fériés, les dimanches, tout ça. L'historique de la météo et les coordonnées, les données démographiques. Pendant les données démographiques, objectivement, on ne sait pas encore. Ensuite, il y a des données ensuite, il y a des flux de données qu'il faut récupérer, utiliser toutes les minutes. Donc on a les données du share system, les données de prédiction météo, les données, alors avec Keolis, on va avoir les pannes de tram, ils nous enverront des pannes de tram en temps réel, parce qu'ils sont vachement intéressés par ça. Prévoir l'impact, pas bien un tram qui tombe en panne, comment ça impacte le réseau de véhicules. Le trafic urbain, à Bordeaux, on a Gertrude là, qui met en open data les données de trafic. Les événements sportifs, bon alors ça, les événements sportifs, on va les scraper, pareil sur le site de Bordeaux où il y a les matchs de foot, donc on va faire essentiellement pour commencer déjà les matchs de foot, les matchs de rugby, et puis un ou deux concerts majeurs à la patinoire. On va pas se taper tous les événements sportifs, mais juste pour montrer qu'on est capable un peu de faire ça. Vous allez prendre ce qu'on appelle les générateurs de trafic. Voilà, c'est ça. On va identifier quelques-uns. 10 personnes, c'est pas un générateur de trafic, le truc avec 20 000 personnes. Oui, voilà. Donc, alors, justement, donc on prédit le trafic avec ça. Donc ça, c'est un truc, je ne vais pas vous le montrer en temps réel, je vais vous montrer un truc qui est déjà fait, mais on peut, donc, je vais vous le montrer. Donc ça met assez longtemps à calculer, donc je l'ai calculé hier en fait. Ouais, on avance. Par contre, l'autre, ça se plus, l'autre, ça se fait. Voilà. Alors, donc, s'il y a du... Qu'est-ce qu'il me fait là? Il faut le temps qu'il réagisse. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il me dit un truc là. C'est moi qui l'ai créé, c'est pas le mien. C'est moi qui l'ai créé. Ah, il est là. Oui, en fait, comme il était déjà ouvert, il n'a pas ouvert. Donc là, on a le truc. Alors, c'est assez lourd. Malheureusement, je suis désolé. C'est assez lourd et donc ça rame un peu. Parce qu'il y a beaucoup de données en fait. Mais on sent qu'on pourrait accélérer. Donc, je peux cliquer sur le truc, par exemple, et si j'y arrive. Et avoir le nombre de vélos qui circulent sur chaque... Donc ça, c'est quelque chose qui a été déterminé à l'heure où on a fait la simulation. Là, ah oui, c'est un problème ça. Ouais, il faut bouger un peu la carte. Donc par exemple, ici, sur cette section de route, donc pour faire ça, on a importé le graphe dans OpenStreetMap, on a mis ça dans une base graph.
et on calcule en fait en prenant le trajet le plus court. On part du principe, parce qu'il faut bien partir du principe, comme on n'est pas géolocalisé tout le monde, que les vélos ont suivi le chemin le plus court au sens en nombre de kilomètres, quoi, pour aller d'une station A à une station B. Et ça nous donne quand même une bonne idée de par où ils passent. Donc ça a été effectué un jeudi à 13h. Donc ça c'est, on va dire, le truc en real time. Bon, je vais pas tous les faire, donc c'est assez lourd d'enlever, de mettre le truc. Et du coup, il y a quand même une marge d'erreur sur... Évidemment, il y a une marge d'erreur. Voilà. Donc, vous n'avez pas moyen de récupérer des données d'autres applications de tracking pour calculer cette marge d'erreur via un G. Bien sûr, mais en fait, le trafic, c'est difficile à mesurer. Donc ça, on aura du mal à l'étalonner. Nos erreurs de prédiction sur l'occupation des stations, on les mesure facilement. On fait une prédiction et puis on regarde 2 heures après combien il y en a en vrai. Donc ça, c'est facile à évaluer. Mesurer notre erreur de prédiction sur le trafic, c'est balèze. Vous avez accès aux données orange face des jeunes? Non, bah non, on n'a pas accès aux données orange. On peut les acheter, les données orange. Et alors bon, juste je voulais vous montrer un truc. Donc ça, du coup, ça c'était un truc qui était prédit 12 heures plus tard. Donc pour utiliser ça, on prend les données historiques des trajets, mais également les données en temps réel de l'occupation des stations. Et comme vous pouvez le voir, à 1h du matin, on anticipe qu'il y a pas mal de trafic vers les facs. Et du coup, il y a aussi un sens. Oui, non, le sens, on ne le voit pas. Effectivement, on agrège les données dans un sens et dans l'autre. La couleur est ramenée à une capacité de l'axe de trafic ou... Non, vous voyez, c'est le nombre de... Là, par exemple, on anticipe qu'il y aura 7,87 vélos qui vont passer par heure à cet endroit-là. Bon, c'est pas violent, hein, ça ne va pas faire des embouteillages, mais... C'est nettement plus important que... Sauf s'il y a un exemple. Mais par contre, un intérêt de ce genre de truc, donc là, c'est heure par heure, en fait. Mais c'est que les vélos en libre-service. C'est que, bien sûr. Donc on peut imaginer qu'il y a des vélos pas en libre-service. Bien sûr. Et globalement, il n'y a pas de raison qu'un mec en vélo pas en libre-service ait des comportements... Ah bah si, c'est possible. Bien sûr. Ça va sur Ok, ceci dit, donc là où je viens... Là, c'est la station quand on a son vélo, là, il y en a pas mal. Il y a personne qui va de je sais pas où, de Blanquefort à Augusta, il n'y a pas de station, et là, il prend son vélo, et donc la question c'est... Il y a peu de report. Le trajet général reste le même. Il y aura peu de report entre les gens qui ont un vélo en libre-service. Alors, juste, quelle est l'utilité de ce truc-là, à part de s'amuser un peu? L'utilité de ce truc-là, c'est qu'on peut agréger la moyenne de ce trafic sur une année complète, par exemple, et voir en fait par où les gens en véhicule passent. Parce qu'objectivement, évidemment, ils prennent pas tous le chemin le plus court, mais en moyenne, ils prennent à peu près le chemin le plus court. Donc, tout compte fait, finalement, ça donne quand même une bonne vision par où les gens passent en véhicule. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Bon, on ne peut pas faire mieux, donc on est obligé de se contenter de ça. Et ça permet de voir en fait déjà par où les gens prennent le véhicule, et à partir de ça, on peut regarder où sont les pistes cyclables. Question, est-ce que là où les gens passent, il y a des pistes cyclables? S'il y a beaucoup de gens qui passent par un endroit sans piste cyclable, ça serait peut-être temps d'en mettre une. Ou, pas forcément, mais... Ou au contraire, en tout cas ça donne des informations qu'on n'avait pas avant. Ou au contraire, peut-être qu'on va se rendre compte qu'ils ne passent pas à tel endroit, alors qu'on se dit tiens c'est bizarre, pourquoi ils ne prennent pas cet axe-là? Peut-être qu'ils le prendraient s'il y avait une piste cyclable. En tout cas c'est une base de réflexion. Et on a des trucs chiffrés et assez... Alors ça concerne que les gens qui sont en véhicule, ça ne concerne pas la masse des cyclistes, mais ça peut être intéressant pour ce genre de trucs. Ça peut être intéressant pour savoir aussi si par exemple, à certaines heures, on peut rajouter des transports en commun. Parce que finalement le véhicule c'est pas un transport en commun. Quand on transporte 7,87 personnes par heure avec du véhicule, sur cet axe-là, on se doute bien qu'on ne va pas satisfaire la demande des étudiants qui rentrent de la Victoire pour aller au campus de Talence. Donc peut-être qu'il faudrait rajouter des transports en commun. Ça c'est à 4h du matin. Ça c'est à 1h du matin. Dans la nuit du jeudi au vendredi. Ça permet au moins de savoir les stations qui vont être pleines. Alors ça on y vient. Enfin ça permet d'estimer quelles vont être les stations pleines. Ils vont être pleines ou vides. Oui. Allez, c'est la partie du full screen. Ok. Alors, deuxième étape, prédire justement le nombre de vélos qui vont se trouver à tel ou tel endroit. Donc par exemple, on a évidemment le temps réel, et puis on a... bon, pour le moment, c'est un truc de démo, donc il est en ligne. Il est en ligne. Vous ne connectez pas tous dessus, vous allez faire exploser notre instance via un micro. Mais voilà. On l'a fait pour Bordeaux et pour Toulouse. Bon, je peux vous montrer Toulouse, ça vous changera un petit peu, si vous en avez marre de Bordeaux.
Ah oui, alors comme il envoie les trucs, vous voyez, ça met du temps à charger. Donc, par exemple, on a Toulouse. Donc Toulouse en temps réel. Par exemple, ici il y a un vélo sur 19. Ah, j'ai habité Toulouse aussi. Voilà, la place Saint-Pierre, 5 vélos sur 22. Et on va y voir. Bon. Et maintenant, mettons justement la place Saint-Pierre. Qui c'est qui connaît Toulouse? Donc la place Saint-Pierre au gros lieu des sorties étudiantes. On va voir si nos prédictions sont correctes. Donc pour le moment, elle est plutôt vide. On va voir ce qui se passe dans ce qui est anticipé dans 6 heures. Donc là, il est en train de télécharger les différents points. Ah, la place Saint-Pierre a gagné des vélos. On dit maintenant qu'il y en a 11,27. Et dans 12 heures, ça sera la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est tard. Ouais, un quart d'heure. Elle sera vide le matin. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme à Bordeaux, vraisemblablement. Les gens fuient le centre-ville pour rentrer chez eux. C'est assez marrant. Voilà. Je peux pas vous commenter beaucoup plus. C'est pas trop l'habitude déjà, ça en fait. Non, c'est de la prédiction. C'est de la prédiction. C'est En station par station. même temps, oui, effectivement. Oui, mais on aurait pu s'en douter. On aurait pu s'en douter, mais bon, le mec qui connaît pas. Tu viens de dire que tu connais pas Bordeaux, tu connais pas Toulouse, tu connais pas Toulouse. Ah bon, voilà. Là, c'est intéressant parce que tu confirmes quelque chose que tu as déjà compris, que tu sais déjà, si ça te le confirme, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est la version on découvre un comportement que l'on très vite, mais on ne sait pas ce que c'est. Ouais, ça c'est fait. Et ça, c'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est là où il faut envoyer les sociologues pour aller voir. Ouais, j'y travaille. Je sais qu'il veut. Si tu veux faire les études. Oui, il faudrait se mettre à une station donnée et leur demander, mais finalement, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez pris des cubes là? Mais c'est plus intéressant. C'est quoi le truc là? Vous n'êtes pas en train de sortir au restaurant, non? Vous n'êtes pas en train de commuter, alors vous faites quoi? Vous partez, vous allez. On va prendre des stagiaires en structure. Non, mais par contre, moi, ça m'intéresse de savoir dans 5 minutes s'il va y avoir un vélo. Bon, dans 5 minutes, une bonne approximation, c'est le temps réel. Enfin, ça dépend si tout le truc est non, très parce actif. que quand Mais oui, dans ce cas-là, tu regardes dans 2 heures. Dans les quartiers étudiants où tout le monde sort, évidemment, c'est le moment où il n'y a plus de place dans les stations. Donc tu veux savoir si tu as une chance quand même dans une des stations qu'il y ait une place qui se libère et quelle est la station. Ça, on va le mettre en place pour Bordeaux. En septembre, à Bordeaux, sur leurs applis Vécube, ils auront droit à ce genre d'infos, le pourcentage de chances qu'ils auront dans 1 heure d'avoir un Vécube ou de trouver une place. Non, mais 1 heure, c'est déjà parti. Bon, et après, pour réserver leur Vécube, bien je réserve pour 7 heures avec ça. Oui. Je réserve la place d'arriver. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bon, jusque-là, je sens qu'il y en a qui sont convaincus, mais d'autres non. Il est passé où? Faites beaucoup de choses. Ah, tu veux dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps, c'est ça? Oui. Alors, je vais passer plus. Pour faire une prédiction. Bon. Alors ça c'est un truc. Non, maintenant on va présenter ce qu'on va faire aussi. Donc imaginez, voilà, ça c'est. Donc ça c'était tout à l'heure à Paris. Hein, imaginez vous êtes ici, vous avez envie de prendre un vélo. Faites comment? Donc vous regardez votre appli temps réel et vous dites ah ouais sympa. Là il y en a 0 partout. Mais alors si on regarde bien en fait, là, il y en a un. Là, il y a un vélo, là. Donc je suis là, je fonce, je cours, bref, je cours avec mes Google Glass. Tu prends un texte. Et je vais chercher ce vélo qui est là. Hein, voilà, je me t'achètes un vélo, ça sera plus simple. Manque de peau quand j'arrive. Manque de peau comme j'arrive, voilà l'état du vélo. C'est pour ça qu'il est là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était là. En général, c'est le cas. Hein. Quand tout est vide et qu'il y a un vélo dans un coin où il n'y a pas de vélo, il faut se méfier. Voilà. Et bien nous, ce qu'on va faire, c'est on est capable de mettre en place des méthodes statistiques de détection de vélos cassés. C'est-à-dire qu'on vous dira, attention, il y a 90% de chances que ce vélo il soit cassé. Ou que cette borne elle soit défectueuse. C'est-à-dire que vous ne puissiez pas raccrocher parce qu'il y a le même problème symétrique. Comment on fait? C'est simple, un vélo cassé, il n'a pas la même signature numérique qu'un vélo en bon état. Parce que par exemple, il est là depuis 1 heure alors que clairement il aurait dû être emprunté, ou voilà, il n'y a pas de raison. Ou tous les vélos ont été empruntés mais lui il est resté là, ou il a été pris, il a été reposé, ça on le voit. On est capable de les détecter comme ça, avec un peu d'apprentissage machine. Donc on peut détecter, ça aide non seulement les usagers, qui n'auront plus besoin de marcher 10 minutes pour se retrouver devant un vélo cassé, mais ça aide les équipes de réassort et de maintenance, qui peuvent directement aller chercher les vélos cassés, ou savoir où il y a des bornes défectueuses. Et ça, en tout cas, Keolis n'a pas du tout ce genre d'infos. Un vélo ne remonte pas l'information quand il est cassé, crevé ou quoi que ce soit, et Bornet non plus chez Keolis.
Donc, oui. Un stop de chapitre. J'attends un chapitre 4. Non, non, mais... Non, c'est une question. Est-ce que ça va être détecté par du coup, des comportements là, assez fins les chances que quelqu'un dépose un vélo dans le cadre qui vient, enfin le. Oui, ça on peut le faire aussi. En gros, la liquidité, ouais, bien sûr. Oui, bah, ça c'est tout à fait possible. Parce qu'il pourrait y avoir plein de gens en train de naviguer à l'instant entre ces cinq. Bon, ça on pourrait même aller très très loin là-dessus, c'est juste une question de jusqu'où on veut aller, mais on pourrait aller très très loin, ça dépend des flux que nous donne Keolis. Mais on peut monitorer les stations, voir par exemple il y a une station qui vient de perdre un vélo. C'est ok, on connaît les trajets habituellement à cette heure-ci de cette station ou quoi, on regarde en couple avec la météo, toutes les infos, etc. Et si on sait même quelle est la personne qui a emprunté le vélo, parce que Keolis nous envoie les flux de données en temps réel sur les trucs, on sait que cette personne, 99% du temps, elle va là-bas, et qu'elle y arrive en 7 minutes 22. Donc on pourrait aller jusque-là, en théorie, et être super prédictif dans les 10-15 premières minutes. Bon, pour le moment, ça demande de mettre en place une grosse infrastructure. C'est pas forcément très intéressant. Si, c'est intéressant si tu es là, toi en pratique. Tu es là et tu fais ah zut, la station est vide, tu consultes ton appli, on te dit dans 2 minutes 27, il y a un vélo qui arrive. T'attends, effectivement, en 2 minutes 27, il y a un vélo qui arrive. C'est sympa quand même. On te le dit, bon, attention, on veut te le dire, il y a une bonne probabilité que. Je prends le métro ou j'attends une minute? Il y a 2 minutes, il y a une probabilité que. Oui, mais c'est que des probabilités, donc il faut éduquer les gens aux probabilités. Ça me suffit. Ouais. Non, mais après, il y a la liste de confiance. Oui, c'est une question de comment on le présente à l'usager, en fait, c'est plutôt ça, parce que tout le monde n'est pas capable de gérer des probabilités dans tous les sens. Et la difficulté, elle est plutôt de savoir comment en faire un produit utilisable par l'utilisateur et pas un truc de mathématicien, quoi. Donc, c'est ça la problématique. Quoi. Et alors le dernier petit truc un peu rigolo. Alors, je vous ai mis. Alors le concept, c'est du B2B, ça. Là on n'est plus dans le B2C du tout. C'est optimiser le réassort. Donc pour optimiser le réassort, donc en fait ça commence ici, il n'y a pas vraiment de dernière flèche. Donc on stream les datas, on fait nos prédictions. Et on optimise une mesure de succès. Alors je vais mettre un petit exemple après. C'est-à-dire que par exemple, notre mesure de succès définie avec l'opérateur, c'est de dire que l'opérateur il veut qu'il y ait un minimum de stations vides, un minimum de stations pleines et un maximum d'emprunts. Donc on donne des scores à ça et on fait évoluer l'intelligence artificielle jusqu'à ce qu'elle arrive de mieux en mieux à répondre à cet objectif. Et l'intelligence artificielle en fait pilote les camionnettes de réassort. J'ai oublié de vous dire ça. Enfin, elle ne pilote pas vraiment les camionnettes de réassort, mais chaque camionnette de réassort est équipée d'une tablette mobile connectée en GPRS. Qui lui dit va là, prends ton vélo et amène-les là. En fonction de tous les paramètres qu'on peut. Il le fait grâce à votre système ou il le faisait à Occasion? Bah non, avant vous voulez savoir comment il bosse chez Keolis, ne répétez pas. Chez Keolis Bordeaux, enfin plutôt chez EFIA, sa filiale qui gère le réassort. Actuellement, en début de semaine, le lundi matin, le chef de l'équipe de maintenance distribue une feuille A4 à chacun de ses mecs en leur disant voilà, en gros, vous allez faire ça cette semaine. Bon, enfin si, c'est un peu plus intelligent que ça parce qu'en fait il doit leur dire genre si jamais vous passez à telle station il faut qu'à telle heure il y ait tant de vélos. Donc les mecs après ils regardent sur des applis en temps réel pour savoir combien il y en a et s'il en manque ils vont voir à telle station, etc. Mais ça on peut leur fournir un truc vachement mieux en temps réel. Pour l'instant c'est à l'expérience et là ça sera avec des données. Ouais voilà. Et puis surtout déjà du temps réel, de la mise à jour, etc. Parce que leur truc il est mis à jour une fois toutes les semaines. Quoi. Et puis il est fait encore au doigt mouillé. Alors après on a un petit serious game que je veux vous montrer. Donc bon, je vous le montre tout de suite. Donc l'idée c'est s'il y en a qui ont envie de jouer à ça, vous serez les bienvenus à Bordeaux. Donc c'est un ami à moi qui fait ça, on fait ça tous les deux. Je vais lui fournir une API justement et lui il va faire ça. Donc, la première c'est vous calculez, dans un des trucs que tu montrais, il y avait bon, je me souviens plus, il y avait une forte probabilité qu'en fait réellement les gens prenaient les vélos pour aller prendre le tram. Le schéma que tu montrais. Bon, c'est difficile un peu d'expliquer ça, je ne vous ai pas donné toute la méthodologie. Non, mais la question c'est est-ce que vous avez un outil qui vous permet de voir si réellement c'est ça ou si c'est juste le hasard? Non, en fait, ce qu'on montre là, c'est pas des trajets, c'est des modes propres de comportement, c'est des comportements principaux, mais il faudrait que je vous montre la courbe de profil de station qui va avec, mais je voulais pas rentrer dans ces détails. Ma question c'était pas ça, c'était est-ce que vous avez un outil qui vous permet de, une fois qu'ils sont descendus du véhicule, de savoir qu'est-ce qu'ils font? Non. Voilà. Non, on va leur poser la question. Oui, c'est pour ça. Et notre histoire à nous, c'est justement de savoir quand ils passent, et une appli comme Moves permet a priori de composer le truc, puisque selon la vitesse, enfin c'est pas tout à fait précis, mais en gros on arrive à savoir si tu passes d'un mode à un autre. Ouais. Et la question que je me posais par rapport à l'autre appli et par rapport à la vôtre, c'est que là il n'y a pas de crowdsourcing, c'est-à-dire que ça vient pas, il n'y a pas de possibilité. Il pourrait y en avoir, mais comme nous on ne fait pas d'appli.
On fait des API. Justement, vous dites, on peut signaler, alors grâce aux lunettes ou autrement, pour moi, peu importe, on peut signaler qu'il y a un vélo cassé, et vous dites, on peut imaginer que statistiquement, il y a une possibilité que le vélo soit cassé. Si on met les deux, on se dit, soit quelqu'un le dit, et alors vous n'avez pas besoin de la statistique, soit personne ne le dit, et alors la statistique est... Alors comment on sait que le vélo est cassé ou pas? Bonne remarque, parce que pour entraîner nos modèles d'apprentissage de machine, il faut bien qu'à un moment on sache si le vélo était effectivement cassé ou pas. Parce que sinon on fait des prédictions comme ça, on les vérifie jamais. Il y a un système chez Keolis, c'est probablement chez d'autres, de reporting, qui permet de savoir si un vélo est cassé. Par exemple, il y a un moment, les utilisateurs, quand ils font le trajet d'après, par exemple ils prennent un vélo, ils le reposent assez vite, ils peuvent signaler que le vélo précédent était cassé. Donc on finit par le savoir si le vélo était cassé ou pas. Ou de toute manière, au bout d'un moment, on finit par le savoir que le vélo est cassé, parce qu'au bout de 3 jours qu'il est là, on en est sûr, quoi. La première, on n'en était peut-être pas sûr, mais au bout de 3 jours, on en est convaincu que le vélo qui n'a pas bougé depuis 3 jours, alors tous ses copains, ils sont partis, rentrés. Oui, c'est bon, on sait qu'il est... Surtout si après, le seul déplacement qu'il fait, c'est un déplacement maintenance. C'est-à-dire qu'au final, ce vélo, dans son schéma de vie, à chaque fois qu'il est pris par un utilisateur, il est reposé, ou alors il reste 3 jours sans bouger. Et puis la personne qui le prend vraiment, c'est une camionnette de la maintenance, qui l'emmène au dépôt, qui reste une semaine et qui ressort une semaine après réparé et qui reprend sa vie. Oui, donc là, on est à peu près sûr que ce vélo-là était cassé. On le sait peut-être 3 jours après, mais ça nous permet 3 jours avant de dire qu'il a une bonne probabilité d'être cassé. Les mobilistes, en fait, vous cherchez non seulement le vélo, mais tout le reste, c'est ça? Oui, la question c'est de... Un des grands défauts des enquêtes de déplacement, c'est qu'on ne connaît pas l'intermodalité. On sait le nombre de déplacements faits en voiture, à pied, en vélo, etc. On ne sait pas le mode de déplacement principal. Alors l'intermodalité, on va la voir. Hein. On ne sait pas s'ils ont pris un vélo pour aller prendre ensuite un train. J'ai bien répondu à la question parce que pour le moment je ne les ai pas ces données-là, mais comme on a de très bons rapports avec Keolis et qui sont super chauds pour qu'on fasse les transports en commun, on les aura ces données, on aura les données de validation tramibus par exemple, et donc on aura l'intermodalité entre le véhicule et le trambus. Parce qu'aujourd'hui la plus grande difficulté c'est que chaque exploitant, et pour les voitures c'est extrêmement précis, pour le coup en prédictif et tout ça existe. Nous, on travaille avec une boîte qui fait pour Vinci, pour les autoroutes Vinci. Ils sont capables à 97% de leur dire il y aura un embouteillage ou pas. Ils se plantent 3% du temps. Bon, c'est pour les voitures. Mais par contre, l'exploitant de tram, il a ses flux pour le tram, mais il n'a pas les flux pour le vélo. Celui qui est pour le vélo, il n'a pas les flux piétons, ni la voiture. Enfin, et c'est ça qui nous intéresse, c'est le mélange de toutes ces données-là. Justement, pour pouvoir dire aux gens ce que tu as dit d'ailleurs tout à l'heure. Ne prenez pas le tram, il est plein, prenez un vélo. Olivier? Oui. Mon coup de temps. Comment? J'y vais. Oui.